Je vous souhaite la bienvenue sur le troisième café visio en voiture Simone, pour lequel nous avons l'honneur d'accueillir Aurélien Bigot, qui va venir nous parler du rôle du covoiturage dans la transition énergétique des transports. Donc, contrairement aux autres cafés visio, on sort de l'approche purement psychologique qui avait pu avoir lieu auparavant, pour là se concentrer sur vraiment les faits et la place que pourrait prendre le covoiturage sur la partie transition écologique. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Du coup, moi, je travaille sur ce sujet donc, des transports face au défi de la transition énergétique. C'est le titre de ma thèse que j'ai pu rendre fin 2020. Et puis, depuis, j'ai travaillé un petit peu plus d'1 an à l'ADEME pour travailler sur les scénarios de prospective transition 2050. Et puis, depuis désormais le début de l'année 2022, je suis à mon compte avec toujours des activités un peu variées de recherche, quelques missions, etc. Toujours sur ce sujet de la transition énergétique des transports. Du coup, je vais essayer de vous redonner quelques éléments sur l'évolution des émissions de CO2 des transports à la fois par le passé et d'ici 2050 par rapport à nos objectifs en France. Et puis, quelle place on peut y voir un peu au sein des scénarios de prospective aussi pour le covoiturage d'ici 2050 pour atteindre aussi nos objectifs. Donc, premier élément de contexte, tout d'abord, le cadrage un peu général, c'est l'évolution des émissions des transports. Donc ça, c'est à la fois transport de voyageurs et transport de marchandises confondus. Mais globalement, la courbe pour les seuls transports, j'y reviendrai tout à l'heure, elle ressemble aussi à cette forme-là. Donc, une très forte augmentation des émissions des transports en France jusqu'au début des années 2000. Et puis, la trajectoire sur la décennie 2010, en tout cas, ce sont des émissions qui sont relativement stables sur les dernières années, donc en tout cas hors effet Covid qui a entraîné une chute des émissions des transports, mais on est sur des émissions en tout cas en tendance, mais qui sont relativement stables sur les dernières années. Et puis l'objectif qu'on a de décarbonation, l'objectif de la SNBC, donc qui est la stratégie nationale bas carbone, c'est une rupture des émissions, en tout cas dès les toutes prochaines années, pour atteindre quasiment zéro émission directe en 2050. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quasiment zéro émission directe? Ça veut dire notamment une décarbonation complète des transports terrestres, donc qu'il n'y ait plus une seule goutte de pétrole, notamment dans l'ensemble des voitures, des véhicules utilitaires légers, des poids lourds, des bus, des cars, des roues motorisées, des bateaux de transport fluvial, des trains. Donc, c'est un défi qui est majeur, en tout cas, vu le temps qui reste, seulement 28 ans, et vu l'inertie qu'il peut y avoir de manière générale dans les transports, que ce soit dans l'aménagement du territoire, dans les infrastructures, même dans le renouvellement des véhicules, dans tout ce qui est comportement pratique de mobilité. Donc ça, c'est l'objectif en tout cas qu'on a, qui concerne en tout cas ici, sur cette courbe des émissions, que les émissions directes. Donc ça ne tient pas compte, par exemple, des consommations, des émissions liées à la production d'énergie ou à la production des véhicules, par exemple. Et si on veut regarder l'évolution de ces émissions au regard de différents facteurs d'influence de ces émissions, ou différents leviers qu'on peut solliciter pour réduire ces émissions, eh bien, on peut reprendre ces 5 différents leviers qui sont cités par la stratégie nationale bas carbone, qui permettent tous potentiellement de réduire les émissions. On peut suivre l'évolution aussi passée au regard de ces 5 leviers. Et donc, le premier de ces leviers, c'est ce qu'on appelle le levier de modération de la demande de transport. La demande de transport, c'est combien de kilomètres sont parcourus par les voyageurs. Donc, si on veut modérer cette demande, retrouver des modes de vie plus en proximité, avoir des voyages moins lointains. Ensuite, le deuxième levier, ça va être le levier de report modal. Donc, pour aller dans le sens de la transition énergétique, moins de voitures, moins d'avions et plus de transports en commun, qui soient reliés au ferroviaire, plus de modes actifs tels que la marche et le vélo. Ensuite, on a un troisième levier qui concerne davantage cette présentation. Donc, c'est le levier de remplissage des véhicules, donc qui évaluera un nombre de passagers par véhicule ou un nombre de tonnes pour les marchandises, mais la présentation elle va être essentiellement sur les voyageurs. Donc, c'est notamment ce qui est levier de covoiturage pour les voitures et qui représente une partie importante de ce facteur taux de remplissage qui s'applique aussi aux autres modes de transport, mais au vu
de l'importance des émissions de la voiture dans l'ensemble des émissions de la mobilité, le plus gros des facteurs de remplissage s'applique au remplissage des voitures et donc au levier de covoiturage. Et puis enfin, les derniers leviers, il y a ensuite donc l'efficacité énergétique ou plus, de manière plus juste les baisses de consommation d'énergie des véhicules par kilomètre parcouru. Je dis plus justement parce qu'il y a à la fois des leviers purement d'efficacité énergétique, donc plus d'ordre technique comme l'amélioration du rendement des moteurs, ou encore comme l'électrification des véhicules, qui sont aussi plus efficaces d'un point de vue énergétique, donc qui peuvent permettre de faire baisser les consommations d'énergie des véhicules. Et puis, il y a aussi des leviers davantage de sobriété, comme par exemple la réduction du poids des véhicules, la réduction de vitesse, l'éco-conduite, etc. Là, vont aussi permettre de réduire les consommations d'énergie des véhicules, donc qui concerne ce quatrième facteur. Et puis, le cinquième et dernier levier, c'est le levier de baisse de l'intensité carbone de l'énergie ou de décarbonation de l'énergie. C'est de passer en gros du pétrole, qui représente aujourd'hui plus de 90% des consommations d'énergie du secteur, qui est une énergie fortement carbonée, fortement émettrice de CO2, à d'autres énergies davantage décarbonées, donc notamment en passant davantage à l'électrique, à l'hydrogène, au biogaz ou aux agrocarburants, à condition bien sûr que ces énergies-là soient produites de manière aussi durable et décarboné que possible, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement pour ces différents secteurs énergétiques. Et puis, si on regarde ces 5 leviers sous un autre angle, pour un petit peu sous les aspects à la fois sobriété d'un côté, plus technologie de l'autre, les leviers qui sont davantage sur la gauche de l'équation concernent davantage la sobriété, donc l'évolution de l'organisation des mobilités, l'aménagement des territoires, l'évolution des pratiques de mobilité, des comportements, des modes de vie, etc. Et puis sur la droite, ça va être davantage des évolutions plus technologiques, même si on verra qu'il y a tout un tas d'interactions entre ces différents leviers. Et l'avantage de regarder aussi ces 5 différents leviers, c'est que, comme le montre l'équation, il y a CO2 égale avec une multiplication des 5 leviers, c'est qu'on peut regarder l'évolution des émissions de CO2 au cours du temps en regardant la contribution relative donc, de ces 5 différents leviers. C'est ce que je vais faire dans un premier temps sur les émissions passées, sur la période 1960-2017, et puis après on regardera ça aussi davantage en prospective d'ici 2050. Donc sur les émissions passées du transport de voyageurs, donc comme je le disais, on retrouve la même forme de courbe que tout à l'heure, donc cette forte hausse des émissions sur la période, avec une multiplication par 4,2 des émissions de CO2 sur l'ensemble de la période entre 1960 et 2017. Ensuite, on peut regarder donc, la contribution relative des différents leviers. Le premier des leviers, c'est le levier de la demande de transport, et c'est un levier qui est majeur dans la hausse des émissions de CO2 du transport, dans le sens où cette demande de transport a été multipliée par 4,7 sur l'ensemble de la période, donc de manière proche avec la forme des émissions de CO2, à la fois parce que la population a augmenté, plus 43% sur la période, et puis aussi parce que les kilomètres parcourus, encore plus, parce que les kilomètres parcourus par personne ont aussi beaucoup augmenté sur la période, donc de l'ordre d'une multiplication par 3,3 entre 1960 et 2017. Et l'autre élément que nous montre le fait que ces deux courbes de demande de transport et émissions de CO2 sont proches, c'est que les émissions de CO2 moyennes par kilomètre parcouru sur l'ensemble de la période ont peu baissé. Donc, il y a eu peu de découplage entre ces deux courbes parce que ces émissions par kilomètre ont peu baissé. En moyenne, c'est moins 12% sur l'ensemble de la période en termes d'émissions de CO2 par kilomètre. C'est comme ça qu'on fait de 0,88. Et pourquoi les gains n'ont pas été plus forts que ça? Eh bien parce que dans les 4 autres leviers de décarbonation, au-delà de la demande de transport, eh bien ces leviers se sont principalement compensés entre eux. C'est-à-dire qu'il y a 2 leviers qui ont joué plutôt à la hausse sur les émissions sur l'ensemble de la période. Il y a le report modal qui s'est fait essentiellement sur le début de la période, une part des kilomètres parcourus de plus en plus importante vers de la marge vers la voiture, en gros. Et puis ce report modal aussi vers la voiture a aussi permis quelque part cette hausse de la demande de transport. Mais en tout cas, ce facteur report modal en pourcentage des kilomètres parcourus a entraîné une hausse de l'ordre de 22% des émissions. Et puis l'autre facteur qui nous intéresse ici, c'est celui de remplissage des véhicules, qui lui aussi a joué à la hausse sur les émissions, dans le sens où le remplissage moyen des véhicules, par le passé,
a plutôt eu tendance à baisser voilà, en grande tendance sur les dernières décennies. Je reviendrai avec une slide sur ce sujet-là juste après. Et puis, dans le même temps, il y a deux facteurs qui ont joué plutôt dans le bon sens. C'est l'efficacité énergétique des véhicules de manière assez régulière sur l'ensemble de la période, de l'ordre de 37% de contribution à la baisse donc sur les émissions. Et puis enfin, le dernier élément, c'est l'intensité carbone de l'énergie qui a légèrement baissé, notamment avec le développement des agrocarburants, mais éventuellement on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais qui aujourd'hui en réalité ne sont pas bien plus vertueux que le pétrole en termes d'émissions. Et du coup, si on rajoute aussi les émissions des agrocarburants, on arrive à cette courbe globale en pointillé où les émissions sont relativement stables pour la mobilité des voyageurs depuis le début des années 2000. On ne retrouve plus forcément la baisse des années 2000 qui avait précédemment. Quelques éléments sur ce levier numéro 3 de remplissage des véhicules. Désolé, tout s'affiche un peu d'un coup. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est que comme je le disais, le remplissage moyen des voitures a baissé sur l'ensemble de la période. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est la courbe plutôt à la baisse du coup par rapport à une base 1 en 1960 de remplissage des véhicules. Aujourd'hui, les chiffres nous montrent qu'on est à peu près en dessous de 1,6 passagers par véhicule en moyenne par kilomètre parcouru par les véhicules. Alors ça, c'est un petit détail technique, mais en gros, si jamais on pondère le remplissage moyen des véhicules par le nombre de trajets, ça donne beaucoup de place aux trajets qui sont notamment les plus courts, qui sont les trajets les plus nombreux. Et à ce moment-là, comme les trajets les plus courts sont aussi les moins bien remplis, le taux de remplissage moyen sera encore plus faible si on pondère par le nombre de trajets. Et là, le calcul est de quasiment 1,6 passagers par voiture vient d'une pondération par les kilomètres parcourus, donc c'est-à-dire qu'on dit le nombre de kilomètres parcourus en France par les voyageurs en voiture, par le nombre de kilomètres parcourus par les voitures, et à ce moment-là, ça donne plus de poids au trajet à longue distance qui représente une part assez importante des kilomètres parcourus. Et du coup, on retrouve ce facteur de quasiment 1,6 passagers par véhicule. Et puis l'autre élément qu'on peut, et en gros, sur ce même critère, en gros, sur la première moitié du XXe siècle, on était plutôt à 2,3 passagers par voiture, donc quand même une baisse qui est assez forte du remplissage moyen des véhicules sur les dernières décennies. Et puis l'autre élément qui est intéressant à voir, c'est que entre le remplissage des voitures, en gros, la voiture a été un peu le seul mode de transport pour lequel le remplissage a baissé pour quasiment tous les autres modes de transport, en tout cas ceux qui sont ici sur ce graphe, à la fois les trains de voyageurs, de fret, les camions, les bateaux de transport fluvial, mais aussi le maritime, les avions. Là, globalement, le remplissage moyen a augmenté en allant vers des véhicules notamment qui sont plus capacitaires et qui du coup permettent d'emporter soit plus de voyageurs ou plus de marchandises. Et ce qui est un peu paradoxal pour la voiture, c'est que finalement la voiture est devenue aussi de plus en plus lourde, de plus en plus capacitaire quand on regarde les volumes de voitures qui sont de plus en plus grandes, mais dans le même temps, pour le coup, elles sont de moins en moins remplies, donc il y a une efficacité très forte qui donne des marges de sobriété importantes, en tout cas sur la voiture à l'avenir. Passons justement à cette question de l'avenir, avec des compositions cette fois sur les 5 leviers qui sont appliqués au scénario de prospective, avec une comparaison des scénarios français, sur laquelle je reviendrai très rapidement. D'abord pour montrer quelles sont les projections faites par la stratégie nationale bas carbone d'ici 2050 pour l'évolution des émissions. Quasiment zéro émission directe en 2050 pour la mobilité des voyageurs. Et après, quand on regarde les différents leviers, pour la demande de transport, il est prévu qu'elle continue d'augmenter ou qu'elle reprenne une hausse plus forte à 26% d'ici 2050, pour moitié liée à la hausse de la population et pour autre moitié liée à la hausse des kilomètres parcourus par personne. Ensuite, on a une contribution du report modal qui est assez légère à la baisse des émissions, de l'ordre de moins 8%. On a aussi une contribution du même ordre de grandeur du remplissage moyen des véhicules, et notamment donc, le covoiturage qui permet en gros dans la stratégie de baisse des émissions de l'ordre de 11% d'ici 2050. Et puis après, le plus gros des baisses d'émissions, donc à la fois on voit sur la gauche avec les gains d'efficacité énergétique des véhicules et les gains d'intensité carbone de l'énergie. Donc le plus gros des émissions, on le voit aussi sur la droite, en millions de tonnes de CO2 de baisse chaque année.
et principalement finalement des leviers assez techniques qui sont mobilisés, assez technologiques qui sont mobilisés par cette stratégie, et notamment le passage aux véhicules électriques qui fait le plus gros des baisses d'émissions plus on se rapproche de 2050. Au début, il y a une partie de l'efficacité énergétique, surtout sur le renouvellement du parc vers des véhicules thermiques qui sont plus efficaces, mais plus on va vers 2050, plus les gains d'efficacité aussi viennent du véhicule électrique, comme les gains de décarbonation de l'énergie. Et après, on peut comparer du coup cette stratégie-là avec d'autres scénarios. Donc, c'est ce que j'ai fait, ce que je résume ici dans ce graphique qui va résumer un peu les contributions relatives des 5 différents leviers sur différents scénarios de prospective en France. Et en l'occurrence, 13 scénarios qui sont comparés, celui de la stratégie nationale bas carbone, donc 26% par exemple sur la demande de transport, avec à la fois la valeur maximale et valeur minimale des 13 scénarios. Et puis, pour ne pas garder que les valeurs les plus extrêmes, j'ai fait aussi la moyenne des 4 scénarios qui sont tendanciels, donc qui prolongent un peu les tendances qui ont lieu actuellement. Et puis les 4 scénarios les plus ambitieux, parmi les 13 sur la transition énergétique du transport et sur chacun des leviers. Donc on voit qu'il y a des marges de sobriété bien plus importantes par rapport à la stratégie nationale carbone sur ce levier de demande de transport, puisque même les scénarios tendanciels prévoient plutôt de l'ordre de plus de 20%, les scénarios les plus ambitieux, plutôt de moins 10% de demande de transport et donc de contribution à l'évolution des émissions de CO2. Et après, sur les facteurs suivants, donc il y a sur le report modal et sur le covoiturage, finalement, on est sur des ordres de grandeur assez similaires. C'est-à-dire que dans les scénarios tendanciels, en moyenne, il y a assez peu d'évolution, donc une évolution assez proche de la barre du zéro. Et puis, dans les scénarios les plus ambitieux, jusqu'à moins 20% en gros de baisse d'émissions pour le report modal. Et plutôt, la moyenne, c'est moins 16% pour les 4 scénarios les plus ambitieux sur le levier du remplissage, donc qui concerne essentiellement le covoiturage. Et ce qu'on voit, c'est que sur chacun des deux leviers, en gros, la stratégie nationale bas carbone se situe à un niveau du coup assez intermédiaire entre les scénarios tendanciels et les scénarios les plus ambitieux. Et puis enfin, sur les deux derniers leviers, la stratégie nationale bas carbone, pour le coup, se retrouve parmi les leviers vraiment les plus ambitieux, voire même un peu irréalistes à court terme sur ce qui était projeté sur l'efficacité énergétique, en tout cas par rapport à ce qu'on a pu observer, les politiques publiques aussi qui ont être mises en place, d'où le retard aussi important qu'on a par rapport aux courbes de baisse d'émissions de CO2 qu'on est censé atteindre. Et puis enfin, pour élargir un petit peu le propos sur les différents leviers, quels enseignements sur ces principaux leviers, si on veut regarder les différents leviers de décarbonation sur une échelle un peu plus large, donc il y a à la fois, je vous ai dit, l'évolution temporelle des différents leviers, les tendances passées, les potentiels futurs, il faut regarder un peu l'état actuel qui bouge un peu plus vite que d'autres. Et puis après, il faut regarder l'analyse des émissions aussi de manière plus large. Et notamment, le premier élément, c'est qu'il y a des interactions entre les différents facteurs. Quand on développe un des leviers parmi ceux qui sont cités, potentiellement, ça va avoir des impacts aussi. En même temps, ça va faire plusieurs leviers. Et ce qui est intéressant sur le levier du covoiturage, c'est que pour l'instant, ce qui s'est essentiellement développé, c'est le covoiturage sur longue distance et qu'il y a eu des interactions avec d'autres leviers qui se sont pour le coup pas fait vraiment dans le bon sens. Il y a eu plutôt des sortes d'effets rebonds, avec par exemple sur des enquêtes sur le covoiturage longue distance pour demander si jamais le service n'existait pas, qu'est-ce que vous auriez utilisé comme mode de déplacement. En gros, 50% des usagers répondent qu'ils auraient pris le train. C'est une sorte d'effet rebond, que le train reste moins émetteur en moyenne que le covoiturage. Et puis, il y a aussi 13% des répondants, en gros, qui disent qu'ils ne se seraient pas déplacés. Donc ça, c'est aussi une autre forme d'effet rebond. Et la vraie cible, en gros, des automobilistes qui sont passés au covoiturage, c'est 33%. Donc sur la longue distance, en gros, il y a des risques d'effet rebond qui, à mon avis, sont beaucoup plus faibles potentiellement sur les trajets du quotidien parce qu'il y a moins cet effet de faire des nouveaux trajets si jamais on se met au covoiturage. Et puis, à mon avis, ils seront moins importants aussi, ces effets rebonds, si on développe le covoiturage en priorité dans les zones peu denses, où il y a une dépendance à la voiture qui est forte et où, du coup, il y a encore plus d'intérêt à cet endroit-là d'essayer de développer le covoiturage et où il y aura moins d'effets rebonds, parce que comme la dépendance à la voiture est déjà très forte, quelque part, il n'y aura pas de report modal vraiment depuis d'autres modes que la voiture. Après, sur l'analyse des émissions de manière plus large, il faut aussi regarder l'analyse en cycle de vie, notamment pour tout ce qui est des technologies de décarbonation, donc l'électricité,
Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis ensuite, il faut regarder les coûts et bénéfices sociétaux plus larges, l'impact sur les autres externalités des différents leviers, et puis à quel point c'est facile de faire la mise en œuvre de ces différents leviers, de ces différentes solutions. Juste en très bref, les 3 lignes correspondent à des analyses un peu plus poussées que je vous rassure sur ces différents éléments. Mais en tout cas, le covoiturage, ça fait partie des leviers importants en termes de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ça a aussi des co-bénéfices importants sur les autres externalités des transports, que ce soit en termes de compression, que ce soit en termes de pollution de l'air, etc., sur d'autres éléments d'impact des transports aussi, où le covoiturage peut avoir un bénéfice. Et puis, je vais finir par quelques éléments de conclusion de discussion sur les principaux enseignements, en tout cas de la thèse, sur l'évolution passée. On a une importance majeure de la demande, je ne l'ai pas trop dit, mais aussi un faible impact des politiques environnementales jusqu'à maintenant sur l'évolution. On a une stratégie nationale bas carbone qui a un focus important sur la technologie et trop faible sur la sobriété. Ça se retrouve aussi dans les politiques publiques, et notamment dans les politiques publiques de soutien au covoiturage, qui ne sont pas suffisantes, comme les soutiens aux autres évolutions vers plus de sobriété dans les mobilités. Et pourtant, cette sobriété, elle est à la fois indispensable parce que la technologie s'est montrée insuffisante par le passé, elle est insuffisante actuellement aussi pour raccrocher sur les tendances qu'on est censé atteindre, parce qu'il y a des risques d'effets rebond aussi qui sont assez importants avec la technologie. Et puis, la sobriété, elle peut faire de l'ordre de la moitié du chemin en termes de baisse des émissions de CO2 jusqu'à l'objectif de neutralité ou de décarbonation des mobilités. Et puis, il y a des co-bénéfices importants, comme je le disais, sur les autres externalités de mobilité. Et puis, sur l'aspect un peu plus remplissage covoiturage, on a vu en tout cas qu'il y avait une baisse historique du remplissage pour les voitures, alors que le remplissage est en hausse pour les autres modes de transport. Il y avait des risques d'effet rebond sur la demande et le report modal. Et du coup, ce que j'évoquais un petit peu, c'est à quel point, en tout cas sur le domaine de pertinence qui me paraît prioritaire sur ce levier, sur le covoiturage en particulier, je pense que les zones peu denses, et notamment le covoiturage du quotidien dans des zones peu denses, moyennement denses, etc., là où il y a moins d'alternatives à la voiture, ça me paraît être l'endroit prioritaire, en tout cas, pour développer ce covoiturage en termes d'utilité sociale et environnementale aussi. Je m'arrête là-dessus et il y a mon contact en bas de slide aussi, si jamais vous voulez, ou bien sinon il y a tout un tas de documents sur ma thèse qui sont disponibles en ligne. Merci Aurélien. On va profiter des 5 dernières minutes, ce qui nous reste, pour une petite session de questions-réponses. Je me posais la question, alors on a un petit problème de micro parce qu'on est dans la même salle, c'est bon? Si dans l'efficacité énergétique des véhicules, on comptait le coût, enfin l'émission de carbone pour la fabrication des nouveaux véhicules, enfin tout le cycle global. Alors non, en effet, en gros, les 5 leviers de décarbonation, ils s'appliquent essentiellement aux émissions directes. Donc, c'est ce que j'évoquais un petit peu sur les courbes qu'on voyait sur la slide avant celle-ci. En gros, c'est les émissions des transports sur le passé, en tout cas, et jusqu'à aujourd'hui. Le plus gros des émissions sur l'ensemble de l'analyse de cycle de vie des transports, ce sont des émissions directes, donc les émissions de pétrole à l'usage. Donc, quand on raisonne sur les émissions passées ou actuelles, avoir que les émissions directes en ordre de grandeur, c'est pas ce qu'il y a de plus dérangeant, mais par contre, c'est de plus en plus dérangeant à l'avenir quand on se tourne vers d'autres technologies, et c'est pour ça que j'évoquais le fait sur la fin de la présentation que, en plus, il faut raisonner en analyse de cycle de vie, notamment pour regarder les nouvelles technologies qui permettent de décarboner davantage, comme par exemple la voiture électrique. C'est ce qui s'imposera, en tout cas l'électrique sur les véhicules les plus légers. C'est ce qu'il y a de plus vertueux ou de moins pire quelque part, parce qu'il n'y a pas de solution parfaite du tout. L'électrique n'en est pas une. Mais en gros, c'est ce qu'on a de mieux. Et l'électrique en émission directe, c'est zéro émission, d'où les graphes que je montrais avec quasiment zéro émission en 2050 quand on regarde les scénarios de prospective là ici sur la stratégie nationale bas carbone, où on atteint quasiment zéro émission directe. Et pour autant, ça ne veut pas dire que la voiture électrique est zéro émission, c'est que les autres émissions, c'est pour une partie liée à la production de l'énergie, donc dans ce cas-là, la production d'électricité.
et puis encore plus à la production des véhicules, où en gros, sur le bilan carbone global d'une voiture électrique, c'est de l'ordre de 2/3, 3/4 des émissions sur l'ensemble de l'analyse de cycle de vie qui est liée à la production des véhicules. Et cette production des véhicules est plus émettrice que pour un véhicule thermique parce qu'il y a notamment la batterie à produire. Mais pour autant, comme après, sur son utilisation, les émissions sont bien plus faibles. En gros, en ordre de grandeur, aujourd'hui, la voiture électrique, c'est quand même 3 fois moins d'émissions qu'une voiture thermique sur l'ensemble de son cycle. Mais en tout cas, à l'avenir, il y aurait de quoi refaire un peu ce type d'analyse, aussi en prenant en compte les émissions indirectes, donc par exemple production de l'énergie, production des véhicules, sauf que ça ne permet plus de s'appliquer aussi, en tout cas si on prend en compte la fabrication des véhicules, on ne peut plus appliquer directement cette décomposition des émissions parce que cette décomposition des émissions, elle multiplie différents leviers qui concernent en fait les émissions directes, mais on ne peut pas incorporer là-dedans le nombre de véhicules ou les émissions de la production des véhicules dans ces 5 leviers. Donc, ça veut dire qu'il faut faire d'autres analyses pour davantage traiter ce sujet. Juste, je me permets une petite question. Il y a quand même un paradoxe dans ce qu'on vient d'évoquer, il me semble, par rapport au véhicule électrique. C'est que le véhicule électrique, du fait que 3/4 de son intensité carbone, je veux dire, est liée à la production, il faut rouler plus avec un véhicule électrique pour le rendre moins nocif par rapport à l'environnement. C'est quand même un peu paradoxal entre les deux extrêmes de ce graphique, puisqu'en fait, on dit qu'il faut bouger moins pour être le plus efficient en termes de mobilité. C'est la mobilité non réalisée, c'est la plus intéressante sur le plan des émissions. Et on met en place des véhicules électriques sur lesquels on dit qu'il faut rouler beaucoup avec, parce que c'est comme ça qu'on les rend les moins nuisibles à l'environnement. Ça interroge quand même un petit peu cet élément-là, non ? Oui, alors en effet, c'est à la fois disons que c'est pas en roulant plus qu'on lui permet de faire moins d'émissions, c'est plus ça fait peu d'émissions en plus, et du coup, si jamais ça vaut le coup de remplacer des kilomètres, le maximum de kilomètres possible de véhicules thermiques, une fois qu'on a un véhicule électrique, autant l'utiliser de manière intense. Après, le moyen de faire un peu matcher ces deux idées, c'est de se dire il faut que le parc de véhicules soit du coup plus petit et que les véhicules soient davantage partagés pour être utilisés de manière plus intense sans que ça se matérialise par une hausse globale des kilomètres parcourus par les personnes. Donc c'est un peu ça le moyen, en tout cas, à la fois de faire en sorte que les véhicules soient utilisés de manière intense, parce que c'est de cette manière-là qu'on rentabilise, entre guillemets, le coût environnemental de la production, à la fois en termes d'émissions de CO2, mais aussi en termes de consommation de métaux, de matériaux, de pollution qu'il y a à la production des véhicules, et aussi de faire en sorte que on utilise de manière intense ces voitures ou ces véhicules électriques de manière plus générale. Mais en même temps, on peut faire baisser au global la demande de transport, faire du report modal vers les autres modes, faire du covoiturage, etc. Donc, il y a moins de kilomètres parcourus en voiture dans l'ensemble. Si jamais le parc de voitures est plus petit, est en baisse, et qu'il est aussi mieux partagé, du coup, si on veut avoir à la fois cette intensité de l'usage par véhicule. Mais en effet, c'est tout un raisonnement et des pratiques à changer aussi avec ce véhicule électrique, de penser les choses un peu différemment aussi en termes d'usage et de où réduire son impact environnemental. Merci. Alors, il est 31, on va devoir clôturer le café visio. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et on vous transmettra du coup les éléments de restitution le plus vite possible. Il nous restera encore un café visio d'ici la fin de l'année qui sera a priori plus orienté autour de l'animation du covoiturage en entreprise avec peut-être l'illustration d'une entreprise modèle en la matière sur le territoire breton. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je crois que je l'ai déjà dit, mais du coup, ça va être une très bonne journée et à bientôt.